à toutes et à tous et bonjour Catherine. Bonjour Rachel. Bienvenue dans cette émission spéciale de la laïcité. Nous sommes ici à la sucrerie à Wavre car figurez-vous que la laïcité fait convention. Après 2 ans de pandémie et dans un monde de plus en plus incertain, il paraissait important pour le Centre d'action laïque de réfléchir ensemble à comment refaire société. Refaire société, on l'a dit, nous sommes à la sucrerie. Qui dit sucre dit crème. Et oui, la crème de la crème, elle est ici. La laïcité de demain se prépare aujourd'hui. Voilà pourquoi l'organisation se base sur 7 ateliers. 7 ateliers qui vont débattre 7 thématiques différentes. Les droits humains, la pauvreté et la cohésion sociale, les changements climatiques, les luttes contre les extrémismes, la séparation Église et État, l'égalité homme-femme et l'enseignement. 7 ateliers que je vais aller visiter. Je vous rapporterai un petit peu toutes les différentes propositions qui en seront ressorties pour agir et faire action demain. D'accord? On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ben oui, parce qu'effectivement, l'objectif de cette convention, c'est notamment de ressortir des propositions concrètes et des axes de travail pour le mouvement laïque. Mais je vous propose de nous retrouver à l'intérieur. On va aller écouter tout ce qui s'y passe ici aujourd'hui. Avant de découvrir les ateliers, retour sur la première journée de la Convention. Et on commence avec un rappel, la définition de la laïcité, telle que reprise depuis 2016 dans les statuts du Centre d'action laïque, sous l'impulsion de son ancien président, Henri Bartholomé-Hussen. On se départit ici avec ces nouveaux statuts d'une tentation qu'auraient certains finalement de voir la laïcité comme anti-religieuse, ce qui est tout le contraire de ce qu'est la laïcité. Et donc pour reprendre, et c'est un clin d'œil à Henri, une formule qu'Henri aime beaucoup et a beaucoup préconisée, la laïcité c'est pas anti-religieuse, c'est au contraire l'avenir des religions. Dans nos réflexions qui ne doivent pas se limiter au droit, mais qui doivent englober tout ce qui contribue à l'art de vivre ensemble, peut être celui de la fraternité. Je pense qu'on peut utiliser ce critère-là pour évaluer une mesure proposée ou une mesure soumise à un contrôle. Cette mesure va-t-elle dans le sens de plus de fraternité, de plus d'égalité, de plus de solidarité, ou au contraire, consolide-t-elle, ou au pire, crée-t-elle une situation qui profite plus à certains qu'à d'autres, qui isole plus qu'elle ne rassemble? Faut-il inscrire la laïcité dans la Constitution? C'était l'objet de la deuxième table ronde avec les représentants des 3 partis politiques qui ont déposé une proposition de loi en la matière. Et j'ose espérer sincèrement que tous les partis, avant les élections, vont pouvoir se mettre d'accord sur les bons articles à ouvrir à révision et ensuite pouvoir enfin avancer pour qu'on puisse trancher ces questions et ainsi finalement ne plus être confronté à chaque fois des décisions judiciaires contradictoires, etc. Ce qui finalement fait le jeu, notamment des extrémistes, à mon sens. C'est reconnaître la laïcité comme étant un principe fondateur de toute démocratie dite libérale, libérale au sens historique du terme, en affirmant le principe de séparation entre l'État et le religieux. Effectivement, l'État ne doit pas se mêler de la conscience individuelle des citoyens, c'est la sphère complètement privée. Nous proposons un texte très explicite qui dit « l'État est neutre, l'action des pouvoirs publics est impartiale, la séparation des églises et de l'État est garantie, les représentants de l'État doivent se comporter de manière neutre, ne peuvent afficher leurs convictions religieuses, politiques et philosophiques dans l'exercice de leurs fonctions. » Alors nous entrons directement ici dans le village associatif où toute une série d'associations laïques sont représentées. Alors on aura l'occasion dans l'émission d'aller un peu plus en profondeur, d'aller discuter avec certains assistants moraux laïques à l'armée, des assistants moraux dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, dans les prisons aussi. On voit en fait dans ce village que le mouvement laïque, il est très riche, il est très diversifié. Les territoires de la mémoire, voici aussi une lutte très importante pour le mouvement laïque. Alors, je vous propose à présent de retrouver directement Catherine Ax. Elle est dans les ateliers, justement, avec tous ces gens qui réfléchissent ensemble à ces grandes thématiques. On la retrouve. Bonne van der Merchen, on est là en plein cœur de l'action. Ces ateliers, vous les avez voulus participatifs, surtout importants. C'est vraiment toute la base de la laïcité en Belgique qui est là pour parler de quoi et faire quoi finalement. Le mouvement laïque qui se réunit aujourd'hui, on le voit, c'est plusieurs centaines de personnes. La nécessité d'avoir un bel accueil ici à la sucrerie, c'est un paquebot. C'est un paquebot et donc le faire bouger d'une façon ou d'une autre, ça prend du temps. Donc il faudrait en fait pratiquement obliger au plus d'extrême droite, être dans le rejet de l'étranger, etc. Je dirais que le plus important, c'est de se focaliser sur comment
L'ensemble des thèmes qui sont traités, ça remonte de loin, à déjà plusieurs mois. L'idée est de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et de sortir peut-être des solutions toutes faites de l'immédiateté et d'arriver à anticiper ce qui arrivera inévitablement demain. Mais en faisant participer tout le monde, c'est la seule manière d'arriver à être le plus juste possible et d'arriver aussi à susciter une adhésion. Benoît, on voit qu'il y a plusieurs tables, donc c'est en sous-groupe, on va dire. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir recueillir la parole de chacun? C'est une technique particulière? Chacune des questions, des 7 thèmes qui sont retenus, ont été travaillés par toutes nos régionales durant plusieurs mois, avec l'idée de commencer ici la réflexion en ayant déjà défriché le chantier, des propositions formulées sur lesquelles maintenant il nous appartient de faire des choix et d'arriver à avoir à la fois des revendications concrètes, immédiates, mais également de pouvoir nous dire ensuite dans les directions vers lesquelles on va devoir aller, ça c'est important et de telle manière. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que les thèmes qui ont été les plus plébiscités lors du questionnaire envoyé à tous nos sympathisants et nos membres l'an dernier, mettaient déjà en évidence, avec un chapeau général sur les droits humains, mettaient quand même déjà en évidence le thème du climat, le thème de la précarisation galopante et celui de la lutte contre l'extrémisme. Premier constat, les dérèglements climatiques dans le monde, c'est les populations les plus défavorisées qui en prennent le plus sur la figure. On sait déjà que le dérèglement climatique va entraîner des migrations forcées et que donc à partir de là, il faut s'y préparer. Il faut accepter peut-être de revoir nos règles générales en matière migratoire. Il y a plein d'éléments sur lesquels c'est vraiment, à mon avis, essentiel de globaliser, de réfléchir et de faire en sorte que ce qui sera mis en place permette de maintenir toutes les valeurs qui font le sel de notre action laïque, de liberté, d'égalité et de solidarité. Si on ne pense pas en fonction de ce triptyque, en essayant de trouver un équilibre, on risque alors à ce moment-là d'avoir effectivement des catastrophes. On veut la viande argentine, la bidoche à tous les repas, de la workfood dans la cuisine, on veut du sucre et du gras, on veut le moins cher, on veut le meilleur et on veut toujours plus d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. Alors on se retrouve ici au sein du village associatif avec 3 des experts qui ont participé aux ateliers du matin. Alors déjà bonjour à tous les 3. Alors on vient de l'entendre dans la séquence juste avant. Benoît van der Merchen nous disait toute l'importance pour le mouvement laïque de s'intéresser à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors je me tourne vers vous Sébastien Doutreloup, vous êtes climatologue à l'Université de Liège. En quoi finalement lutter contre le réchauffement climatique, ça peut être un enjeu laïque ? Mais parce que simplement, quand on lutte contre le réchauffement climatique, on gagne un petit peu en humanisme. Pourquoi? Parce que la Terre a connu des périodes bien plus chaudes et bien plus froides que ce qu'on connaît actuellement, mais on est en train de la dérégler complètement. Et en fait, ce qu'on dérègle, c'est finalement notre pouvoir de vivre ici sur Terre, finalement. Donc la Terre pourra vivre avec 10 degrés de plus si on veut, mais avec 5 degrés de plus, l'humain ne pourra plus vivre dessus. Donc en s'occupant du réchauffement climatique, finalement, on s'occupe de notre maison, finalement, et de pouvoir y habiter et on s'occupe de l'humain. De l'humain, finalement, oui, sur Terre. Oui. Alors, Christine Mailly, c'est vrai quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, souvent ce sont des mesures qui touchent les plus pauvres et les personnes les plus précarisées. Parce qu'on a, par exemple, on va interdire certaines voitures et c'est peut-être des personnes qui ne peuvent pas s'acheter une autre voiture. Comment on peut concilier, selon vous, cette lutte contre le réchauffement climatique, cette urgence climatique avec l'urgence sociale ? D'abord, comment le faire? C'est une chose, mais l'impératif de le faire est important. On vient de parler de sauver le pouvoir de vivre. Et les gens chez nous, ils parlent de aller à la reconquête du pouvoir de vivre. Et la reconquête du pouvoir de vivre, ça passe par accéder à des droits fondamentaux essentiels, comme par exemple le droit au logement. Alors comment on peut lier, par exemple, les enjeux climatiques et le droit au logement? On le voit à travers l'énergie aujourd'hui. Si demain, on s'occupe du logement des plus précaires en isolant
massivement les logements les plus précaires, en résolvant le fait qu'il y ait des locataires fragiles chez des propriétaires, etc., on va être à la fois au service du climat et à la fois au service des enjeux sociaux. Lorsqu'il y a des mesures qui sont prises en matière de réchauffement climatique, etc., il faut les mesurer à l'once de qui ça impacte. Et en effet, que ça doit être au bénéfice des plus pauvres. Et on le voit bien, toutes les dégradations climatiques dans le monde sont au détriment des populations les plus faibles. Qu'on le regarde dans le monde ailleurs, qu'on le regarde chez nous. Donc il y a une alliance très très forte qui doit se nouer entre les acteurs qui défendent les enjeux climatiques et les acteurs qui défendent la réduction des inégalités. Parce que la pauvreté, c'est une conséquence des inégalités construites. Et dans le climat, on peut construire des inégalités et on peut construire plus d'égalité. Et en même temps, rencontrer des objectifs climatiques positifs. Ouais. Donc il faut lier tout ça. Oui, et donc Sébastien Doutreloup, ça veut dire que, par exemple, quand on parle d'inégalité climatique, on voit par exemple avec les inondations qui ont eu lieu l'année passée dans la région liégeoise, ce sont les populations les plus pauvres qui sont touchées en fait par le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Donc ce sont les logements les plus précaires finalement qui vivaient le long de la Vesdre et c'est eux qui ont été touchés par le réchauffement climatique en premier. Mais ça se voit chez nous. Ça se voit aussi à l'extérieur et dans les pays dits du Sud, où on voit que ce sont les populations les plus vulnérables par rapport, par exemple, à la hausse du niveau de la mer, par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à l'accès à l'agriculture facilement faisable sur un terrain. C'est toujours les populations les plus pauvres qui sont touchées par les changements du climat. Olivier Venet, donc je rappelle que vous êtes avocate, ancienne présidente de la Ligue des droits humains. Est-ce que ça nous montre, ces exemples, qu'il ne faut pas faire de hiérarchie entre les droits humains et qu'effectivement le droit des populations, le droit à une vie digne ne peut pas être en confrontation avec le droit à un environnement digne aussi? Alors clairement, et je pense que ces exemples le montrent très clairement, les droits humains sont universels et sont interdépendants. C'est-à-dire que sans logement, comment est-ce qu'on peut même aller voter correctement? Sans environnement sain, comment est-ce qu'on peut avoir un travail digne? Tout ça est nécessairement complètement imbriqué. Et tous les droits fondamentaux de première, deuxième, troisième génération, les droits liberté, les droits égalité et les droits solidarité, aujourd'hui qu'on doit porter, sont nécessaires à ce qu'il y ait une vie humaine tout court et une vie humaine digne, bien entendu. Et c'est ça que revendiquent les droits fondamentaux. Et je pense qu'on se rend compte aujourd'hui à quel point ils transcendent les États, les frontières, les différences de manière générale. Et donc on doit s'occuper de ces droits, en particulier de ces droits de troisième génération, droits solidarité, de façon collective. On est tous concernés et on est concernés ensemble. Alors c'est à la fois un défi, mais je pense aussi une opportunité, une occasion de remettre les droits fondamentaux au service de toutes et de tous, vraiment de façon collective. Et je crois que cette collectivité, elle peut nous amener à nous retrouver autour de la défense des enjeux environnementaux, des enjeux de lutte contre la pauvreté, pas seulement dans une perspective individuelle des droits, parce que cette perspective-là, elle est clairement dépassée, mais dans une véritable perspective solidaire et collective des droits. Mais alors, j'ai envie de dire, comment on fait? Comment on fait très concrètement? Alors, c'est vrai que vous avez participé tous les trois ce matin à des ateliers où l'idée, c'était d'avoir des propositions concrètes. Est-ce que chacun, vous pourriez nous dire peut-être une ou deux propositions qui sont ressorties, quelque chose qui est ressorti des débats et où vous dites, là, il y a peut-être une solution? Christine Mailly, pour commencer. Moi, j'étais dans un atelier où, en tout cas, un des droits qui est ressorti sur la table, sur lequel les gens ont travaillé, c'est le droit au logement. Alors, on pourrait se dire, tiens, le droit au logement, c'est qu'il y ait plus de logements publics, qu'on mobilise le logement vide, etc. Tout ça, ça fait partie des solutions, davantage d'agences immobilières sociales. Mais ce qui fait aussi partie des solutions, c'est comment on ne fait plus jamais de logements passoires, et en commençant par les catégories sociales les plus basses. Comment, en termes de droit, on supprime le statut cohabitant, par exemple, qui est terriblement accablant pour des tas de familles et de ménages, et en particulier pour les femmes, et qui a un impact immédiat sur le logement. Donc on voit comment on peut relier un droit qui a trait à la liberté individuelle, le statut cohabitant, à un revenu, le statut cohabitant, à un droit aussi essentiel que le logement qui est habité quelque part pour s'installer sur un territoire, se sentir sécurisé dans sa vie, pouvoir se dire que ses enfants ont un territoire dans lequel ils se reconnaissent, etc. Et en même temps, si c'est du logement de qualité qui va dans le sens du climat, jouer sur l'enjeu climatique qui est on est moins pollueur, les factures d'énergie diminuent, on devient moins dépendant à l'énergie qui vient d'ailleurs, on sort de la spéculation, de l'énergie qui est extrêmement destructrice
destructrice pour l'ensemble de l'environnement et de la société, etc. Donc on voit bien que par rapport à un enjeu comme le logement, par exemple, on peut interconnecter, comme le disait Olivia, toutes sortes d'autres droits au service de ce qu'il faut comme autre monde demain, absolument. Notamment par rapport à l'énergie aujourd'hui, tout le monde est impacté. Alors il y a des gens, c'est pas grave parce qu'ils ont les réserves suffisantes pour ça, mais tout le monde est impacté. Et alors on commence à se dire, ah ben c'est vrai, l'énergie dans mon logement, ah tiens, l'isolation. Oui, mais les moyens pour l'isolation, ils viennent vers qui? Ils sont construits comment? Ils sont individuels. C'est compliqué administrativement, et donc là on peut trouver les solutions. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Sébastien D'autreloup. Une proposition qui est sortie, une ou deux propositions très concrètes, peut-être des ateliers qui vous paraissent être dans la bonne direction? Peut-être deux. Et la première, c'est on parle souvent que le monde politique ne prend pas assez en compte le climat. Et donc, une des propositions, c'était justement de... Toutes les mesures politiques, finalement, elles passent par le prisme budgétaire, donc que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional ou communal, il y a un prisme budgétaire pour toute action politique. Ce qui a été proposé, c'est peut-être d'avoir un prisme climatique et peut-être un prisme de justice sociale pour l'analyse de toute action politique. Ça, c'était une des premières idées. Une deuxième, c'est aussi qu'on vit dans un monde qui met la croissance et qui met la consommation vraiment sur un piédestal. C'est peut-être de pouvoir diminuer cet impact de la croissance, ce qui diminuerait les émissions de gaz à effet de serre. Et une des actions, c'est peut-être de limiter, voire d'interdire la publicité de masse, par exemple, qui oblige inconsciemment, quelque part, les consommateurs à acheter de plus en plus. Ouais. Olivia Venet, dans cet atelier, peut-être des propositions concrètes qui vous paraissent aller dans la bonne direction? Alors, on avait abordé vraiment les questions des droits environnementaux, mais aussi des droits numériques, et donc de cette fracture numérique, et comment aujourd'hui le tout au numérique va créer encore plus de discrimination et de fractures au sein de la société, entre différentes classes de société. Et je pense qu'on a pu se rejoindre sur... Alors, une proposition, c'est clairement plus éduquer et sensibiliser. Donc, on le sait, l'éducation est un des moyens d'essayer d'atteindre les objectifs, mais aussi d'éduquer de façon globale et locale, sur les enjeux au niveau global et local que les défis environnementaux peuvent représenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste se culpabiliser parce qu'on n'achète pas des produits bio, parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter, mais montrer à quel point tout est interdépendant, lié au niveau global, et que par l'éducation, on peut sensibiliser et on peut faire bouger les choses. Moi, j'ai toujours été assez convaincue que les droits, pour pouvoir les exercer pleinement, il faut d'abord les comprendre. C'est tout le principe d'ailleurs de l'éducation permanente auquel je crois fondamentalement. Et donc, éduquer, bien sûr que ça participe à ça. D'autres revendications, et là je pense notamment au numérique, à la fracture numérique, c'était le droit d'accès à tout type de service par une personne humaine. Et je vais rejoindre, c'est vrai que parfois on n'arrive plus à accéder à une personne humaine quand on veut avoir accès à un service, une banque, un service public. Le retour à l'humain, c'est dans l'esprit du collectif dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir se rencontrer et se rassembler et se retrouver humainement. Aujourd'hui, l'événement qu'on vit, il réalise ça aussi, mais ça doit pouvoir... Le fait de se retrouver, ce qui fait aussi du bien après 2 années de pandémie. Merci vraiment, et c'est vrai que la question de l'éducation, on y reviendra tout à l'heure, mais je vous propose d'abord de retrouver la suite des activités de la journée. Le service laïque d'aide aux personnes. Nous sommes les personnes, les accompagnants, qui répondons aux appels des patients, que ce soit dans les hôpitaux, en maison de repos ou même à domicile. Quand je dis, je voudrais quand même faire une petite... Bonjour Vinciane, comment vas-tu? Et bonjour à tous. Je rappelais justement le rôle des accompagnants laïcs, combien c'est quand même important, non évidemment de ne pas faire de prosélytisme, mais surtout aussi d'arriver à répondre à la demande. Et répondre à la demande, si notre mandat n'est pas clair, connu de monsieur tout le monde, c'est évidemment excessivement compliqué. Ça veut dire que c'est pas assez connu, le rôle des accompagnants laïcs, par exemple? Tout à fait. Donc un des énormes problèmes, c'est on est mal connu, et 2, les patients ne connaissent pas leurs droits. Je rappelle qu'on fête les 20 ans des droits des patients, des droits à ce qu'on prenne en charge leur fin de vie. Je ne vais pas reprendre la loi sur l'euthanasie, etc. Mais ça veut dire aussi que les patients ont droit à voir leurs convictions philosophiques et religieuses prises en considération dans une prise en charge globale de leurs soins de santé. J'ai envie de couper parce qu'on a autour de nous des gens qui potentiellement seraient intéressés de devenir accompagnants laïcs. Alors quelles seraient peut-être les qualités primordiales d'un accompagnant laïque? Je dirais que d'abord l'envie, être à l'écoute, une attitude d'empathie, d'ouverture.
de partager bien sûr nos valeurs. Quelles sont ces valeurs? On a vite fait le tour. C'est liberté, égalité, fraternité, solidarité, centrée sur l'usager, pas sur nous. Bien sûr, il y a tout un accompagnement, une formation qui va être mise en place quand on est lâché, supervisé alors par... C'est plus facile c'est plus facile, prendre tu te ces sens marques. quand même plus à l'aise. Et alors à ce moment-là, tu es encore accompagné par de la supervision et des intervisions entre conseillers laïcs. Mais moi, je vais vous laisser continuer à discuter ensemble et je vais continuer à faire le petit tour. Mais bon, voilà, vous avez peut-être suscité des vocations. Ah, j'espère. Donc voilà. Les gens qui voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'art fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses. Donc le conseiller laïque, d'abord, c'est une personne de confiance et il est près des militaires, des civils qui travaillent pour la défense, mais aussi pour leurs familles et pour les anciens, donc les vétérans et ceux qui ont quitté donc, la défense. Surtout maintenant où le monde est devenu beaucoup plus dangereux qu'avant, on se pose beaucoup de questions, pas uniquement les militaires, mais aussi sur leurs familles. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Est-ce qu'il y a une nouvelle guerre qui va arriver? Qu'est-ce que les militaires font actuellement sur la frontière est de l'Europe? Donc ce sont plein de questions très intéressantes que tout le monde se pose. Mais si tu es en uniforme, si tu es à commission de protéger nos valeurs, nos institutions démocratiques, ça devient beaucoup plus critique. Donc il est logique que et les militaires et tout le monde qui travaille pour la défense et leurs familles se posent beaucoup de questions. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont par exemple penser que les laïcs sont... Oui. Mais qui ont par exemple un problème avec Avec Qu'est-ce qu'elle va dire? Je sais pas. Je ne sais pas, je pense savoir, mais je ne vais pas le dire. Que ce sont des gens un peu... Un peu quoi? Un stéréotype. Pas de... oui, un stéréotype. Comment dire un peu... Moi, je pense que ce sont des gens bien. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est un... Oui, qui est un ami qui... Oui. Et t'en parles comme ça, tranquille. J'ai un ami laïque. Alors là quoi? Pardon, excuse-moi, c'est un stéréotype. Un ami laïque. Quelqu'un de très très ouvert et lui-même a des amis qui ne le sont pas. Alors, on a beaucoup parlé de participation depuis ce matin, avec notamment ces ateliers sur 7 grandes thématiques où les gens pouvaient vraiment faire des propositions très concrètes. Je reçois aujourd'hui, en ce moment, donc 3 animateurs de ces ateliers, 3 animateurs, notamment Brice Droumard. Alors, vous êtes animateur philo à Laïcité Brabant-Wallon. Alors, c'est vous qui avez un peu élaboré la méthodologie de ces ateliers. Pourquoi, finalement, déjà, vous aviez envie que les gens participent et soient actifs? C'est un mandat qui m'avait été donné. La volonté était de, quelque part, changer un petit peu les habitudes historiques. Historiquement, on avait l'habitude, lors des conventions, de recevoir un message vertical, descendant. Et ici, on a un nouveau secrétariat général, etc. Et donc, la volonté était de faire remonter plutôt de la base des militants, des sympathisants, finalement les grandes actions qu'ils seraient susceptibles de porter, de mener eux-mêmes, les engagements qu'ils avaient envie de porter. Et donc il a fallu élaborer une méthode. Et donc on a choisi cette méthode de co-construction qui est très largement inspirée des méthodes philosophiques portées par le pôle philo, entre autres à Laïcité, mais dans d'autres régionales depuis plusieurs années. Alors on a vu des images, on va en voir de ces tables. Alors c'est quoi concrètement le fonctionnement? Donc on a travaillé en 4 temps. Voilà. On avait 4 tables, 4 questions, 4 temps par table. Le premier temps, c'était un temps un peu d'exploration. L'idée, c'était de faire feu de tout bois, de voir un petit peu où ce questionnement pouvait nous mener. Donc on était vraiment dans l'idée de refuser toute forme d'autocensure, vraiment la parole libre. Dans un deuxième temps, on s'est dit on va plutôt nuancer le propos, essayer de voir un petit peu, la définition, est-ce qu'on peut mettre les choses en lien? Est-ce que finalement ça a du sens ce qu'on dit? Est-ce que l'expert ne peut pas venir ponctuer un petit peu le raisonnement par un encadrement au niveau des enjeux politiques, sociétaux plus larges?
Puis un troisième temps où finalement on a cherché à recentrer, vraiment travailler sur le modèle de l'entonnoir en disant on retourne à l'essence. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Quels sont les points d'attention? Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Pour finir par, dans un quatrième temps, formuler la proposition concrète, avec les limites que la Ligue d'impro vient de nous mettre un petit peu, nous jeter un peu au visage. C'est-à-dire que c'est un peu verbeux parfois, puisque voilà, on a dû travailler de manière très participative et finalement à chaud. 2 heures, c'est court pour faire de l'éducation permanente. Moi, quand j'ai commencé en tant que muse de l'éducation permanente et continue, ça avait encore du sens. Tu vois. Ouais, non, je peux imaginer. Aujourd'hui, je suis plus sûre de l'impact de mes actions. Bah ouais, c'est normal. Je sens un début de... Ouais. De décrochage... Ouais, spatio-temporel. Un truc... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si finalement ils vont la diffuser ou pas, la Coupe du Monde au Qatar, parce que bon, le reste... c'est quand même vachement important qu'on voit tout ça. Quoi? Non? Je crois qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle. Une aube où chaque individu va se retrouver empouvoiré, plein de pleines capacités. Même moi? Peut-être même bien toi, Philippe. Oh, ça c'est une vraie ère nouvelle. Mais oui, apprête-toi à ouvrir les bras au do-it-yourself, à pouvoir te prendre en main. Do it myself? Oui, et c'est comme ça que tu vas atteindre la croissance de ton toi-même, Philippe. J'en suis persuadée. Oh. Veux-tu me réépouser? Oh, tu m'en demandes beaucoup, là, Philippe. C'était déjà tout un effort la première fois. Oui, mais maintenant, tu connais les défauts, tu connais les points de travail, et... C'est vrai que le seconde main a le vent en poupe, pourquoi pas? Ouais, alors, je me tourne vers vous, Isabelle Rançon. Donc, vous êtes coordinatrice projet au CAL Luxembourg. Vous étiez aussi responsable d'un atelier. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que cette dynamique, elle a prise, ça a vraiment pris, cette dynamique en table, comme ça? Oui, je trouve qu'elle a pris, donc on était vraiment bien formés, on s'est vu plusieurs fois avant, etc. Et donc on a eu pas mal de règles qu'on devait faire. Et donc c'est vrai que les participants n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler comme ça au World Café, mais en tout cas il y en avait quand même quelques-uns qui savaient comment ça fonctionnait. Et donc on a à chaque fois expliqué la méthode, et on a à chaque fois au fur et à mesure. Et donc, je trouve que ça a bien pris, que les gens ont pris les sticks et tout ça, et on a vu commencer à écrire vraiment le maximum d'idées qu'ils pouvaient. Oui. Ouais, Guillaume Lejeune, donc vous êtes animateur philo au CAL, donc au Centre d'action laïque de Charleroi. Est-ce que vous avez eu le même sentiment par rapport à votre atelier ce matin? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Alors, moi j'avais un peu d'appréhension au départ parce que notre atelier était consacré à la justice climatique, aux questions du changement climatique. Et donc c'est une question très importante et il y avait beaucoup d'inscrits. Donc du coup, nous, on n'était pas dans la formule World Café, on avait plutôt un auditoire à gérer. Et donc arriver à 4 résolutions concrètes, ça me paraissait un peu difficile et je dois dire que j'étais un peu défaitiste à la base, mais malgré tout, je me suis dit il faut quand même essayer de faire bouger les choses et essayer d'avancer, d'être constructif. Et en fait, j'ai été étonné que les personnes étaient très, très constructives. C'était beaucoup de personnes très intéressées et qui avaient des choses à apporter parce que chacune était déjà plus ou moins impliquée d'une façon ou d'une autre dans ces questions. Et donc tout s'est construit assez bien et en fait en suivant la méthodologie avec les 4 temps définis entre autres par Brice, on est arrivé à des résolutions. Il y a juste eu à la fin un peu de frustration pour certains parce qu'on ne pouvait pas évidemment tout retenir. Donc le problème a plutôt été qu'on a eu trop d'idées. Voilà. C'est intéressant, si je me permets, c'est intéressant ce que tu dis parce que on a peut-être touché à la limite de l'éducation permanente avec cette méthodologie. 600 personnes, de la co-construction, la volonté de rendre la chose participative. On le sait tous, les animateurs d'expérience, qu'au-delà d'une vingtaine de personnes, ça devient difficile à gérer une discussion si on veut véritablement que chacun puisse prendre sa place, s'engager, argumenter, problématiser, conceptualiser. Donc c'est assez compliqué. Et finalement, ici, en essayant de casser les groupes, en mettant des tables de 20, en se disant on va essayer de créer cette dynamique-là de mouvement un peu mobile,
on s'est dit, on a vraiment touché à la limite. Alors on l'a déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, mais c'est vrai qu'on se retrouve ici après 2 ans de pandémie, dans un contexte de crise quand même très difficile. Et parfois on se dit, ben oui, les gens n'ont plus rien à dire, etc. Est-ce que c'est un peu l'exemple inverse ici de montrer que malgré les difficultés, malgré peut-être des processus qui n'étaient pas idéaux, en fait les gens ont des choses à dire. Quand on leur donne l'occasion de s'exprimer, ils ont des choses à dire, Isabelle Rascon. Il n'y a pas eu de temps mort et je crois que en majorité, on a essayé que tout le monde aussi prenne la parole, parce que c'était quand même notre but. Maintenant, c'est vrai que la frustration, c'était au niveau du temps. Parce que ça, c'est vrai qu'on était veilleurs du temps, et donc tous les 20 minutes, il fallait changer. C'est peut-être un signe que justement ça a fonctionné. Hein. Oui, tout à fait. Le fait que les gens ont pas eu le sentiment d'avoir suffisamment de temps, pour moi, c'est un signe d'une animation qui est relativement réussie. Parce qu'on sent cet engagement et cette volonté d'aller plus loin, ce sentiment de pas assez, quoi. Mais ça veut dire que vous allez poursuivre tous dans vos régionales. Alors ici, on a 3 régionales représentées. Vous savez qu'il y en a d'autres, évidemment. Mais voilà, vous avez décidé vraiment de poursuivre ça. Vous le faites déjà depuis plusieurs années. Hein, mais... Alors c'est ça. Hein. Mais ça fait très longtemps qu'on fait de l'éducation permanente. Hein. Le Centre d'action laïque, c'est son ADN quelque part. Donc on est toujours allé au contact des gens, au contact des citoyens, essayer de voir un petit peu quelles sont leurs réalités, essayer de créer un maillage associatif autour des actions aussi, pouvoir soutenir certaines actions citoyennes qui se font dans d'autres assos. Et ici, j'ai envie de dire, Véronique de Keyser nous parlait d'une pierre blanche à poser. Je pense que le mot est bien choisi. On va changer, il va se passer quelque chose. Alors quoi exactement, ça va dépendre aussi de l'ancrage local, parce que toutes les régionales sont quand même insérées, incarnées dans leur réalité de vécu, de terrain, proches des experts du vécu, pour reprendre les propos de Christine Mailly. Et donc, voilà, c'est un début. Ouais, on va continuer, ça c'est sûr. Mais on sait, cette convention, c'est un début, et notamment vers des axes de travail qui vont être développés à l'avenir. Merci beaucoup à tous les 3, et alors on poursuit avec les autres activités de cette journée. Qui a un bic qui écrit sur les petits papiers? Oh là 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 là. C'est une femme, je te dis, s'asseoir, c'est marqué. Oh là là. C'est vrai que ça respire le soin. Justement, tiens. On n'a qu'à les mélanger, tiens. Oui, je propose. Attends, on lit un mot de chaque phrase. Vas-y. Engagé d'ici 2024, on fait 3 mots. D'accord. Engagé d'ici 2024? Oui. La mixité sociale. En raison de l'évasion fiscale. Numérique et co-construite. Et inscrire dans la Constitution des savoirs laïques nouveaux aux activités sportives. Enfin, presque tout le monde ici, enfin on se revoit et on s'est mis à travailler ensemble. Ça pour moi, et pour tout le mouvement, je crois, c'est un moment qui est excessivement important. J'avais envie de commencer avec Olivia Venet. Olivia, finalement, les droits humains, ce serait peut-être ce qu'on pourrait mettre comme chapeau au-dessus des autres thématiques qu'on abordait ce matin, un peu au-dessus de la pyramide, ça rassemblerait toutes ces questions-là. Mais j'avais envie de vous demander, vous, comment est-ce que vous voyez ces articulations ? Merci beaucoup, quel challenge. Moi qui suis effectivement très attachée aux droits humains, j'ai envie de dire que ça peut être une forme de chapeau, mais j'avais envie de dire que derrière les droits, parce que forcément je suis juriste, je suis avocate, comme vous l'avez dit, il faut toujours repenser aux valeurs qui sont protégées par les droits. Si on a le droit à l'aisance, comme tu dis, Christine, on a aussi le droit au plaisir. Et dans la laïcité, la notion de plaisir, elle est fondamentale. Nous avons droit au plaisir ici et maintenant, sans transcendance. Ce que nous vivons aussi aujourd'hui et qui a commencé hier, c'est ça aussi. C'est le plaisir d'être ensemble. Et ce plaisir, c'est une énergie. Cette énergie qui peut nous permettre justement de refaire société. J'insiste toujours sur le fait que dans le mot laïcité, il y a le mot, l'étymologie, laos. Et le Laos, c'est le peuple. Et ce qui me frappe très fort dans ce que nous vivons depuis hier et ce que nous vivons surtout depuis ce matin et puis maintenant, et puis la conclusion qui va arriver, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un lieu où nous faisons absolument peuple. Et donc, nous ne fonctionnons pas avec un système qui s'apparenterait à de la religiosité. Voilà. Il n'y a pas d'exclusion, il y a de l'inclusion, il y a un respect des différences, donc il y a un respect des libertés. L'automaticité des droits,
c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place. Il y a beaucoup de personnes précaires et on sait que les femmes, l'homme le plus pauvre de Wallonie, c'est une femme, mais je crains qu'à Bruxelles ce soit pareil, qui ont la possibilité d'obtenir des droits, mais qui ne connaissent pas ces droits, qui n'ont pas les moyens de les identifier, ni les moyens d'y accéder. Et donc l'État se cache un petit peu derrière ça. Donc l'automaticité des droits, c'est une chose, et l'autre, qui est plus liée directement à l'égalité homme-femme, c'est l'individualisation des droits. Parce que nous vivons dans une société qui reste structurellement basée sur la puissance de l'homme, pas seulement au niveau salarial, mais au niveau social. Beaucoup de femmes dépendent du couple, dépendent de la famille. Et donc avoir des droits en tant qu'individu, quel que soit notre sexe ou notre genre, eh bien, c'est une revendication de longue date du mouvement laïque. L'extrémisme, c'est quoi? C'est un moment se couper de la société, c'est se fermer à l'autre, c'est se centrer sur son identité et ne plus vouloir faire du commun. Et ici, quand on se dit qu'il faut ouvrir le débat, qu'il faut créer du débat, qu'il faut sensibiliser les jeunes, quand il faut aller dans les écoles, dans l'enseignement, etc., là, je me dis qu'il y a énormément de solutions qui peuvent émerger. Les Calasserolles se sont rencontrés autour du plaisir de chanter, mais pas de chanter n'importe quel répertoire, donc un répertoire engagé, féministe bien sûr, mais on chante aussi la solidarité, les droits humains, on chante la liberté, et puis aussi bien entendu les hommes, les enfants, la vie en général. Et au niveau musical, qu'est-ce qui vous en quoi est-ce que vous vous démarquez finalement? La caractéristique, c'est que les chansons de notre répertoire proviennent absolument de tous horizons, de toute époque. Chacune fait des propositions, choisit des chansons, elle les propose au groupe, et puis on vote, on les choisit, toujours pour le message que ces chansons apportent. Oui, on voit par exemple là, aujourd'hui, vous allez chanter Bella Ciao. Voilà. C'est indispensable pour vous. Il n'était pas prévu à notre programme, il y a encore une semaine d'ici. Et puis vu l'actualité, ce qui s'est passé en Iran, on s'est dit non, là, on doit relayer ce message, et nous avons décidé d'ajouter cette chanson à notre répertoire ce soir. La victoire toute récente de l'extrême droite en Italie nous l'a montré. La lutte contre les extrémismes est un sujet évidemment d'actualité et qui préoccupe beaucoup le mouvement laïque et qui va continuer à le préoccuper pendant les prochaines années. On va en discuter avec les trois experts qu'on a autour de la table. Alors bonjour à tous les trois. J'ai envie de commencer par vous, François Debras, parce que vous avez animé ce matin un atelier sur la lutte contre les extrémismes. Je le disais, en Italie, la menace d'extrême droite, ce n'est même plus une menace, elle est là, elle est au pouvoir. Est-ce qu'on doit vraiment la craindre chez nous et surtout comment on peut la combattre? L'extrême droite, en fait, aujourd'hui monte, et alors elle monte, comme vous l'avez dit, en Italie, mais c'est aussi le cas en Suède, et c'est le cas il y a quelques mois en France. C'est dans plusieurs pays européens, et elle va jouer parce qu'elle va réinvestir certains lieux qui ont été délaissés par le commun ou le collectif. Je pense notamment à certains quartiers, à certaines zones géographiques, mais elle a investi aussi énormément le numérique, les réseaux sociaux, les médias en ligne, etc. Et comment est-ce qu'elle fait? Elle mobilise énormément de moyens pour le faire. Je rappelle qu'en Belgique, le Vlaams Belang met plus d'argent sur la table en publicité sur les réseaux sociaux que tous les autres partis politiques réunis. Ça touche énormément les jeunes. Et alors comment, ça c'est aussi une question intéressante, c'est que l'extrême droite a très bien compris qu'aujourd'hui, c'était plus vendeur de se balader dans la rue avec des costumes de miliciens, de parader en exaltant la force, la virilité, etc. Non, on a une extrême droite qui a compris qu'il fallait être beaucoup plus abordable, beaucoup plus proche des jeunes. On joue beaucoup sur les émotions, on joue sur
les rêves d'avenir, on va colorer son discours de tout un tas de termes spécifiques. Nous sommes démocrates, nous sommes égalitaires, nous sommes pour la liberté individuelle, nous sommes laïcs. Et donc on se rend compte que l'extrême droite utilise ces termes dans son discours pour les colorer positivement. Galvaudé aussi. Et parle aux jeunes qui parfois n'ont l'impression de ne pas s'y retrouver dans une politique où on leur présente un budget Excel et on dit on doit couper là, on doit couper là, on doit couper là. Voilà, donc en fait on ne peut pas changer la feuille de route. Et voilà le projet d'avenir qu'on vous soumet, qui en général n'est pas toujours un projet d'avenir. Donc on réenchante les émotions, on utilise beaucoup le storytelling, la victoire d'une personne, l'assimilation d'une personne, le sentiment de groupe, d'appartenance, etc. Tout ça sont des techniques qui fonctionnent et qui historiquement montrent que l'extrême droite arrive à gonfler ses scores électoraux en se présentant sous un nouveau visage. Mais qui dit nouveau visage ne dit pas forcément nouvelle idéologie, bien au contraire. Alors vous l'avez dit, elle touche par exemple les jeunes via les réseaux sociaux notamment. Alors comment on peut lutter contre ça ? Alors je crois qu'il y a une position qui est de se dire on ne veut pas discuter avec l'extrême droite, on ne veut pas dialoguer avec elle. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause le cordon sanitaire, bien loin de là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui cette question elle est dépassée avec Internet. Aujourd'hui c'est pas est-ce qu'on discute ou pas avec l'extrême droite, c'est l'extrême droite parle pendant des heures et des heures et des heures sur une chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et n'a aucun filtre, n'a aucun débat, n'a aucun dialogue avec des personnes. Ce sont des longs monologues et je pense qu'il faut réinvestir ce champ, reprendre certains termes comme laïcité, démocratie et non pas dire vous êtes antidémocratique, vous êtes anti-laïque. Ça n'a aucun sens aujourd'hui parce que c'est plus audible, mais c'est quelle est votre définition de la démocratie ou de la laïcité, quelle est ma définition du vivre ensemble, de la démocratie, etc. Et ensemble, je vais vous expliquer pourquoi mon modèle est plus ouvert, plus égalitaire, plus libéral, etc. Et là, on présente des projets, on débat d'actions, de valeurs, et on n'est pas en train de se jeter au visage des mots qui, aujourd'hui, sont questionnables toutes les minutes. C'est quoi la démocratie, finalement? Non, quelles sont les valeurs qui m'animent dans mon combat aujourd'hui et qu'est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que vous vous retrouvez dans mon combat ou pas? Véronique de Thiers, ce débat avec les jeunes, l'école, ça paraît quand même l'endroit tout indiqué où ça pourrait se dérouler. Oui, effectivement, je pense que l'école, c'est l'endroit indiqué pour initier ce débat. Pour aussi, on voit, l'extrême droite utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc déconstruire aussi avec des enseignants ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc oui, il faut absolument réinvestir l'école, absolument faire participer aussi les jeunes à ce débat et puis qu'ils puissent venir avec leurs propositions, avec leurs valeurs, avec ce dans quoi ils se retrouvent, leur donner la parole aussi. Parce que pourquoi est-ce qu'ils adhèrent à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'ils sont désenchantés, parce qu'ils ne croient pas en l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on va leur apporter à l'école? Qu'est-ce que l'école peut leur apporter? Et comment les faire participer? Parce que si on ne les fait pas participer, si on leur dit c'est comme ça et ce ne sera pas autrement, eh bien, ils vont croire ce qu'on leur dit. Donc, je pense que c'est vraiment important, utile de réinvestir ce champ de l'école sur ces thématiques. Alors, je pense qu'il y a un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qui était faire un débat joyeux à l'école, amener de la joie aussi dans le débat, cette joie qui a manqué aussi aux jeunes pendant plusieurs mois, plusieurs années avec le confinement, mais ça permettrait aussi d'amener de la joie à l'école via le débat. Oui, tout à fait. Donc, réenchanter veut dire se réapproprier, se projeter dans un autre avenir, de penser son avenir, mais dans le débat ensemble, autour de valeurs. Et de valeurs qui rassemblent, pas de valeurs qui divisent. Oui, Jean Leclerc, l'important de les sensibiliser, vraiment, toute l'importance de l'école. On a déjà tellement parlé de ce cours de CPC, par exemple, de philosophie et de citoyenneté, qui est un lieu idéal pour avoir ce débat. Tout à fait. L'école, c'est un lieu évidemment fondamental. Et puis, la lutte contre les extrémismes, en réalité, c'est l'ADN du Centre d'action laïque. Parce que n'oublions pas que nous voulons de la liberté, de l'égalité et de la solidarité. Et donc, il y a vraiment une vision de la société qui se base sur le fait que nous sommes des citoyens et que notre appartenance première, c'est celle de la citoyenneté, avant d'en avoir d'autres. Et on veut vraiment travailler à cette phase, à ce phasage même, du fait que nous sommes dans des situations d'égalité. Et par exemple, quand on voit le travail qu'on est en train de faire au cœur même de cette convention laïque, en fait, notre démocratie, alors elle est humaniste, mais elle est aussi pleinement participative. Et donc, chacun peut s'exprimer, chacun peut venir avec sa proposition, mais toujours sous cet horizon de l'égalité, de la liberté d'expression aussi, c'est très, très, très important, et aussi de ne pas sombrer dans les discours faciles. Et c'est ce que nous, au Centre d'action laïque, on appelle le libre examen. C'est-à-dire que
Nous voulons notre régime de liberté, bien sûr de droits et de devoirs, mais nous voulons ce libre examen, nous voulons pouvoir examiner librement les choses. Comme le disait tout à l'heure un expert sur le climat, on veut aussi donner la place à la science. Donc on ne va pas céder dans des discours qui seraient des rhétoriques de la violence. Ce que fait d'ailleurs souvent l'extrême droite. Exactement. Rejeter la science. Voilà, ou des rhétoriques du mensonge, ou des rhétoriques de la malversation des chiffres, enfin, etc. Donc on cherche vraiment à faire ce travail, qui est un travail qui colle à la réalité. Alors on a parlé beaucoup de l'extrême droite, mais c'est vrai que votre atelier s'appelait Lutte contre les extrémismes. Et est-ce que pour vous, il faut faire une différence, François Dobras, entre extrémisme de droite et extrémisme de gauche? Oui, bien sûr, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'extrémisme de droite et l'extrémisme de gauche, et plus spécifiquement aussi, là on parle d'extrémisme politique, mais il y a aussi un extrémisme religieux qui existe. Alors on connaît souvent, on entend souvent parler de l'extrême droite, de l'extrême gauche, mais on peut parler aussi d'extrémisme écologique, et il y a tout un tas d'extrémismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrémisme, c'est à la fois une attitude et aussi un positionnement. On est toujours extrême par rapport à un centre. On va rejeter une société, on va rejeter un modèle, et donc on est extrême par rapport à ce modèle. Mais c'est aussi une attitude. L'extrémisme joue sur les oppositions, les dichotomies, le bien contre le mal, le vrai contre le juste, l'honnête contre le malhonnête, etc. Maintenant, l'extrémisme de gauche n'est pas du tout la même chose que l'extrémisme de droite. Il y a des valeurs qui sont fondamentalement différentes. À l'extrême droite, on considère qu'il y a une inégalité naturelle au sein des êtres humains. Elle peut être raciale, elle peut être culturelle, elle peut être religieuse. On considère qu'il y a des races, cultures, religions qui sont supérieures et des inférieures. Non seulement on les hiérarchise, mais en plus on enferme les individus dedans. Parce que vous faites partie de cette culture-là ou de cette race-là, vous ne pourrez jamais faire partie d'une autre, et donc vous êtes inassimilable ou je vous rejette. L'extrême gauche, on n'est pas du tout là-dedans. Dans l'extrême gauche, on a un principe fondamental qui est l'égalité et qu'on va pousser au maximum. Ça s'appelle l'égalitarisme. On est tous égaux en tout, à tous les niveaux et pour tout. Et donc on entrave toute notion de liberté individuelle. C'est pas du tout la même chose, et on peut le voir sur des questions très spécifiques. Par exemple, si on prend des électeurs ou des militants d'extrême gauche et d'extrême droite et qu'on leur pose la question « Comment vous positionnez-vous par rapport à l'immigration ?» par exemple, leurs réponses ne vont pas être du tout les mêmes. Et donc on se rend bien compte que si on a une rhétorique qui exalte la violence, qui est dans le dichotomique, qui est dans le rejet du système, c'est pas pour ça que le modèle de société qu'on veut faire valoir derrière est le même. Loin de là, l'extrême gauche n'a pas du tout le même modèle de société que l'extrême droite. Oui, peut-être Jean Leclerc là-dessus, c'est que ça veut dire que les moyens d'action que par exemple le mouvement laïque peut mettre en place ne doivent pas être les mêmes contre les différents types d'extrémisme. Donc à chaque fois, mais ce que François vient de dire montre la nécessité d'avoir une définition claire de la laïcité, c'est-à-dire un cadre qui est un cadre inclusif dans lequel on arrive avec ses différences, mais dans lequel on corrige et on vise bien sûr l'égalité, mais on corrige les inégalités. Et donc ce prisme, ce principe de l'égalité qui fonde vraiment l'action laïque est quelque chose qui permet d'apporter un correctif à cette problématique. Et l'inscrire dans la Constitution permettrait évidemment d'améliorer les choses. Mais surtout, voilà, travailler à l'école, travailler dans les maisons de la laïcité, travailler par exemple dans les structures hospitalières. Et donc, en fait, il y a aussi là derrière qu'il s'agit de rendre à chaque individu ses droits et ses devoirs, et aussi de lui donner la force d'être autonome. Voilà. La force d'être autonome. Alors peut-être Véronique de Terre, parce que je vous vois approuver, réagir. Du coup, oui, j'ai quand même envie de vous donner la parole. Ben oui, évidemment, la force d'être autonome, je dirais, c'est essentiel. Et c'est une des missions de l'école, qui vise à l'émancipation de tous. Et je veux dire, principe d'égalité, l'école, ça doit être un principe d'égalité et qui vise à l'autonomie de tous pour être un citoyen dans la cité, autonome, critique et responsable. Ouais, ben, ça a effectivement des belles missions de l'école qu'on ne peut qu'encourager. Et on est aussi dans le stand des territoires de la mémoire, et donc je pense qu'effectivement, on le sait, les territoires de la mémoire travaillent depuis longtemps sur ces thématiques, sur lesquelles donc, le mouvement laïque va continuer à travailler, et ça va devenir vraiment un axe central de travail. Merci vraiment à tous les trois. Et on va voir justement ces votes sur lesquels les militants, les participants à cette convention se sont exprimés aujourd'hui. Un choix s'est opéré sur différentes actions concrètes à entamer d'emblée. Et donc ça, elles sont adoptées par votre choix. La première, c'est l'individualisation et l'automatisation des droits sociaux, et en évoquant prioritairement le statut de cohabitant. Je pense que c'est un travail important.
La seconde, c'est d'évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la justice sociale. On se rend compte là tout de suite qu'on est évidemment dans des temporalités différentes. Et la dernière, je suis ravi d'ailleurs qu'on la choisisse après le passage de la Ligue d'improvisation Roséa Chet, sinon ça aurait été l'objet d'un petit peu de moquerie. C'est pas vrai, pas sur le fond, mais sur la forme. Déconstruire le dogme de la croissance, par exemple, en réglementant et limitant les publicités de masse et en mettant en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Voilà donc le choix qui a été opéré. Plus qu'à la morosité, c'est bien à l'action que nous appelle la situation. La passivité des résignés, elle est pire que la tyrannie des maîtres. Nous savons aussi, ici, au sein de ce mouvement laïque, que nous sommes surtout efficaces, avant tout efficaces, dans l'action collective. Isolés, nous ne pouvons rien. Par contre, il y a à embrasser une dynamique collective. Chers amis, plus que jamais, nous avons un devoir de nous tenir droit en affirmant notre inébranlable choix de vivre à notre guise et de perpétuellement réinventer le monde en nous moquant de tous ceux qui veulent nous réserver une vie faite de méfiance systématique et d'effroi. Notre sort sera en partie lié à nos choix. Ici, ils ont été faits. Je vous propose donc de prendre dans la farde qui vous a été confiée le petit signet de couleur et, si vous le souhaitez, à main levée ou en agitant ce petit signet, d'adopter comme plan d'orientation pour les actions futures du CAL pour les années à venir la lutte contre les atteintes à l'environnement, la pauvreté et la cohésion sociale et la lutte contre les extrémismes. Ah, je suis le seul à voir cette... magnifique, ça donne très bien. Eh bien, je pense que je ne vais pas compter les voix ou les bras agités, mais en tout cas, je me réjouis à la fois du travail effectué et du choix qui est opéré cet après-midi. Merci à vous. Bah ouais, c'est toi le chef. Non, je ne suis pas le chef. Ouais, un truc horizontal, tout ça. Oui, Ouais, voilà. ouais. La décision va se faire entre nous. Je propose qu'on mette la tente ici, vu l'ensoleillement et la proximité des arbres et de la rivière. Ouais, c'est toi le chef. Mais, non, mais... si vous préférez... Non, c'est bien. C'est très bien. Voilà. T'as plein de bonnes idées. Voilà. Mais je propose aussi que ce soit Alouette qui le fasse. Oui, Alouette. C'est elle qui le fait le mieux. Évidemment, c'est moi qui fais le mieux, évidemment. Véronique de Keyser, présidente du Centre d'Action Laïque. Dans quel contexte est-ce qu'on a voulu, vous avez voulu, cette convention aujourd'hui? Je pense que cette convention était absolument nécessaire. Elle était nécessaire parce que le mouvement ne s'était plus rassemblé depuis des années, qu'on avait traversé la crise du Covid, où tout le monde avait été éloigné les uns des autres. On s'est dit, après le Covid, tout va reprendre comme avant. Puis ça n'a pas repris comme avant, parce qu'on a eu les inondations, parce que cet été, on a eu les incendies partout dans le monde, parce qu'on sent que le climat est en train de se déréguler de façon extrêmement inquiétante, au point de mettre la finitude de l'humanité comme une perspective probable, mais c'est inimaginable pour beaucoup d'entre nous, même pour tous. Et puis après ça, on sait très bien la tragique guerre d'Ukraine qui continue aujourd'hui, qui fait que la paix auquel on se croyait immunisé contre la guerre en Europe, on n'est pas immunisé du tout. Et la crise énergétique et financière qui s'ensuit est certes loin d'être terminée. Donc, ce contexte où l'arme atomique est brandie comme si c'était simplement un effet de style, un effet verbal, mais tout ça crée dans la population, chez tout le monde, mais spécialement chez les jeunes, des anxiétés qui deviennent intolérables. Question de santé mentale, question de difficultés, suicides chez les jeunes à propos du climat, etc. Tout ça a été répertorié et les dégâts du Covid ne sont pas encore évacués. Donc, on s'est dit, est-ce que vraiment la laïcité telle que nous la connaissons,
pour moi depuis l'enfance, avec son principe humaniste universel, avec son insistance sur l'état de droit, etc. Est-ce que ça suffit dans un monde où justement on se rend compte que l'état de droit est menacé, que les droits acquis par les femmes, par exemple, peuvent être réversibles? Est-ce qu'on peut continuer simplement à non pas être de l'ordre du déclamatoire, mais à ne pas se poser la question de notre rapport à ce monde qui est en train de craquer de toutes parts? Ce qui fait que dans cette convention, et là, je suis, mais vraiment, je suis très franche, émerveillée par la tenue de cette convention aujourd'hui. Ces thèmes-là ont surgi d'un ensemble de thèmes qui ont été apportés par les militants à qui on a demandé « mais qu'est-ce que vous pensez que le CAL doit prendre comme thème prioritaire pour les années à venir ?» Et on a vu apparaître plein de choses. La séparation Église-État n'était pas dans les premiers au départ, et puis finalement on la retrouve un peu à la fin. L'enseignement, oui, mais ça on le faisait depuis toujours, et on va continuer évidemment ces thèmes-là. Mais insistance, et ce sont ceux qui ont émergé aujourd'hui. J'allais vous demander quelles sont les 3 thématiques qui ont émergé. Pauvreté, cohésion sociale. Et la cohésion sociale, sur les changements climatiques, la transition écologique, et sur la montée des extrémismes, qu'il s'agisse des extrémismes religieux, et on pense à ce qui se passe chez les femmes iraniennes aujourd'hui, ou ce qui s'est passé avec les femmes afghanes, les extrémismes religieux et l'extrême droite qui gagne du terrain et fait des taux historiques dans l'ensemble de l'Europe, et pas seulement dans l'ensemble de l'Europe, et qui est une véritable menace pour l'état de droit dans ces pays. Nos démocraties, et à l'aube de 2024 et de nos élections. Et donc, pour défendre une démocratie, je crois que chaque personne, chaque voix compte. On dit chacun est irremplaçable là-dedans. Et ce que nous avons voulu avec l'équipe qui est autour de moi au CAL, c'est vraiment de se dire qu'il fallait prendre soin de l'état de droit comme on prend soin de soi, qu'il n'allait pas tenir tout seul, et que s'il fallait faire quelque chose, c'était d'abord faire mouvement. Et puis après, on va se trouver les actions militantes qu'on va mener. Et c'est ce qu'on a fait dans la Convention. On a voté, on a défini des actions prioritaires, on a défini les 3 thèmes que j'ai évoqués, et demain, je ne dirais pas qu'on marche vers Bruxelles. Tout commence demain. Mais tout commence demain. On va pas s'arrêter là. Ça ne fait que commencer. Non. Nous commençons aujourd'hui, mais tout avait commencé avant, hélas. Je dirais que nous prenons le train en marche, mais on le prend avec un mouvement qui est uni sur ces thèmes, qui a retrouvé une fierté, une force, qui est prête à débattre avec tout le monde. On est revenu sur ce que c'était véritablement la laïcité, c'est-à-dire, c'est pas bouffer du curé, c'est pas attaquer les religions, c'est de se dire qu'il fallait former une société où les droits de chacun, y compris les droits religieux, la liberté de conscience, la liberté de croyance, les convictions de chacun, tout ça devait pouvoir coexister sans qu'on ne s'étrangle mutuellement à chaque coin de rue. Et avec des forces et une conviction aujourd'hui qui nous rassemblent, je crois qu'en tout cas on pourra faire un petit chemin, un bout de chemin ensemble, et qu'il faudra nous attendre au tournant parce qu'on va se mettre au travail demain. On ne va pas se revoir dans 10 ans, on va se revoir concrètement dans 1 an ou 2, parce que l'action, elle est concrète, mais elle doit être rapide aussi, parce que les enjeux doivent être relevés là maintenant. Merci beaucoup Véronique de Keyser. Je vous en prie. Longue vie à la laïcité. La lutte contre les changements climatiques, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les extrémismes, voici donc les 3 grands axes de travail qui vont occuper le mouvement laïque durant les prochaines années. Mais évidemment, le Centre d'action laïque n'oublie pas non plus ses préoccupations de base autour de l'enseignement, de la séparation d'Église-État et évidemment de l'égalité femmes-hommes. Mais ce qui a marqué aussi cette convention laïque, c'est le côté humain, le fait de remettre l'humain au centre autour de ces 3 grandes valeurs, liberté, égalité et solidarité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.